Bienvenue de retour tout le monde sur ma radio Academia, ici Bromo Raman de CEFAC. Je suis ici pour continuer ma couverture de Fan Expo Vancouver et j'ai l'énorme plaisir d'être ce soir avec Pierre-Alexandre Comtois, donc illustrateur et auteur de bandes dessinées et de comics inspirés de bandes dessinées. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation à Pierre-Alexandre. Merci de me recevoir. Donc, commençons par parler de vous. Qui est Pierre-Alexandre Comtois? Oui, je fais du storyboard en animation depuis 25 ans et j'ai fait de la bande dessinée pendant longtemps aussi. Plus particulièrement de la bande dessinée au niveau indépendant. Cette bande dessinée-là, c'est la première que je fais avec un éditeur qui est publiée à grande étendue. Je viens de Montréal, initialement. Ça fait 10 ans que je suis à Vancouver. Puis, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, malheureusement. Mais en fait, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, ça, c'est un peu la culmination de votre carrière. C'est un peu l'accomplissement. On en parlera dans un moment, mais d'abord, parlez-nous de vos débuts. Comment est-ce que vous avez commencé dans cette industrie-là, dans ce domaine-là? Et voilà, qu'est-ce qui vous a donné envie de partir dans ce domaine? Et comment, c'était quoi vos débuts? Ça fait... en fait, j'ai été... j'ai grandi dans l'univers de la bande dessinée. J'ai été élevé avec les bandes dessinées européennes, Astérix, Paul et Bill, Lucky Luke, un petit peu de Tintin, mais beaucoup de Spirou Fantasio, Franquin. Toutes ces bandes dessinées-là, j'ai grandi là-dessus. Donc, j'ai toujours beaucoup aimé ça. Puis, je pense que c'est à peu près à l'âge de 9 ans, j'ai commencé à dessiner. Puis, essentiellement, tout ce que je faisais, c'est que je faisais juste redessiner des histoires, principalement des histoires de Bull et Bill, si je me souviens bien. Puis, j'ai commencé aussi, à suite de ça, à refaire les histoires, mais juste avec des personnages que moi, je créais. Ça a comme évolué à partir de ça. Ensuite de ça, j'ai acheté beaucoup de livres qui parlaient de la bande dessinée. Un des livres que j'ai acheté à très jeune âge, c'était un livre qui s'appelle L'art de la BD. C'est en 2 tomes. C'était publié par Glénat, si je me souviens bien. Puis ça expliquait principalement toute la bande dessinée, tout le processus de la bande dessinée de A à Z. Puis c'est à peu près à partir de là que j'ai commencé à être vraiment intéressé à la bande dessinée. J'ai fait mes propres bandes dessinées par moi-même quand j'étais plus jeune, fait les tours des conventions pendant plusieurs années. Puis à un certain moment, je me suis j'ai fait le shift vers l'animation, qui, je dois dire, a beaucoup de parallèles avec la bande dessinée aussi. Donc ça va faire une très bonne... un très bon départ pour vraiment agrandir mes connaissances en bande dessinée. Par rapport à ça, donc votre passion pour les bandes dessinées, c'est quoi la première œuvre que vous avez, disons, une œuvre complète où vous vous êtes dit, ah, ça pourrait devenir quelque chose de plus qu'un passe-temps? Pour la bande dessinée que moi j'ai fait? Ben, n'importe quelle œuvre. C'est quoi le premier travail que vous avez accompli où vous vous êtes dit, peut-être je pourrais faire ma vie avec ça? Que moi j'ai fait, je me souviens pas vraiment qu'il y ait quelque chose. Par contre, je pense que la première fois que j'ai vendu ma première bande dessinée que j'avais faite par moi-même, je vendais ça à l'école, dans la cour d'école. Wow. Les bandes dessinées que je faisais, qui étaient basées, j'ai commencé à faire des bandes dessinées, mes propres histoires, puis j'ai commencé à les vendre à la cour d'école. Puis c'était vraiment quelque chose que j'aimais faire, que j'aimais poursuivre. Je pense que ça a plus été une question de avoir un désir de vouloir faire une carrière en dessin, plus que de la bande dessinée.
mon désir premier était de faire de la bande dessinée, mais ultimement, c'était de vouloir vraiment faire une carrière avec le dessin. Donc, c'est pour ça que ça a changé un petit peu à l'animation après un certain temps. Mais la bande dessinée européenne a tout le temps eu une grosse partie dans mon cœur. Donc, c'est toujours quelque chose que j'essayais de faire pendant longtemps. C'est quoi vos inspirations principales pour les travaux que vous avez faits? Évidemment, on parlait de Sunder, mais en général, c'est quoi les bandes dessinées qui vous ont les plus inspiré, où vous vous êtes dit, ça c'est comme une référence pour moi et je vais vraiment intégrer ça, ces connaissances-là dans mon travail? Les Spirou et Fantasio de Tom et Jean-Henri, définitivement les bandes dessinées que j'ai pris le plus d'inspiration. Je dirais beaucoup dans les histoires, mais dans le style du dessin. Le style du dessin de Jean-Henri était quelque chose que j'ai toujours aspiré à me rendre. Astérix était une très grande influence en termes de l'histoire. De la manière que Uderzo créait ses bandes dessinées, ça a toujours été une grosse inspiration. Je dirais que dans ce sens-là, ça a été vraiment quelque chose que j'ai toujours voulu. Là, ensuite de ça aussi, je suis un grand fan de Star Wars, Lord of the Rings, toutes ces choses-là. Ça a beaucoup pris d'inspiration. Des films comme The Black Cauldron de Disney, Dark Crystals, Crawl, Neverending Story, c'est toutes des choses qui ont beaucoup influencé la manière que je raconte des histoires. Pour ce livre-là en particulier, je dirais que c'est un gros mix de tout ça. En plus de Bone, de Jeff Smith, était une grande influence avec ça. Mais je te dirais que ce livre-là en particulier est un amalgame de toutes les choses que j'aime dans le monde du cinéma et de la bande dessinée. Donc, c'est vraiment un gros mix. C'est une aventure fantasy avec des monstres. C'est tout ce que tu peux penser. On flotte un peu autour du sujet, mais Sunder, cette œuvre-là que vous avez faite, qu'est-ce que c'est que Sunder? Comment pourriez-vous décrire le mieux ce qu'est Sunder? C'est la culmination de tout ce que j'aime dans le monde culturel, dans le entertainment at large. C'est vraiment je suis un gros fan d'horreur, gros fan de science-fiction, fantasy. J'adore créer des monstres et des créatures. C'est un monde avec des personnages anthropomorphiques parce que c'est le genre de design que je préfère le plus faire. Je trouve que ça offre un mode d'expression qui est beaucoup au-delà de n'importe quel autre, pour moi en tout cas. Donc, c'est pour ça que j'ai rajouté ces personnages-là dedans. Dans l'histoire, on s'en va dans l'espace à un certain temps. On a des monstres, des créatures. Il y a vraiment de tout ce que j'apprécie. C'était ma manière de faire l'histoire que j'aurais voulu lire si j'allais dans une bibliothèque. Évidemment, là, je crois qu'il y a quelques auteurs, là, je crois que deux ou trois qui ont déjà dit que j'ai juste fait ça pour l'argent, ça m'intéresse. Comme cette histoire-là a fonctionné, mais je continue à le faire pour l'argent. C'est pas quelque chose qui me passionnait vraiment. Mais en général, les auteurs, ils font des histoires qu'eux ils-mêmes, ils veulent lire. As-tu vraiment des gens qui disent ça? Oui, des mangaka. Il y en a eu. Oui, des mangaka qui ont déjà fait. Berserk, c'est Miura, que je dirais qui était une grosse influence aussi. Berserk, c'était extraordinaire comme non, mais Berserk, je crois que c'était une inspiration pour beaucoup de choses. Si vous connaissez Berserk, vous connaissez peut-être le jeu Fear and Hunger, qui est très, très inspiré lourdement de Berserk, là, qui a été un phénomène dans les jeux horreur indie. Tous les jeux de From Software. Oui, les Dark Souls, oui. Ça aussi, c'est une grosse influence. Je dirais que ce personnage-là en particulier, parlons-en d'ailleurs. Une bonne référence pour ça. Sunder, quelle est la prémisse de Sunder? Donnez-moi comme un synopsis. C'est peut-être
présentez-nous un peu les personnages, c'est vos personnages après tout, et c'est un privilège de les avoir sur la couverture, donc on peut y aller un par un, allez-y. Ouais. Sunder, en fait, c'est l'histoire de Zeke, qui est une personne qui vit dans un monastère et toute sa vie, pour des raisons qu'il ne sait pas, n'a jamais eu la chance de sortir du monastère. Et il n'a aucune idée pourquoi, mais on ne lui permet pas de sortir et il prend soin de la bibliothèque du monastère, lit des livres, transcrit des livres, rêve d'avoir sa propre aventure, on n'en a jamais eu, jusqu'au temps où un livre magique apparaît dans la bibliothèque et s'imprègne sur lui, le menant à ensuite aller à sa propre aventure, d'aller trouver le propriétaire de ce livre-là. Ce qu'il ne sait pas, évidemment, c'est que à l'arrière de tout ça, il y a une créature très ancienne que pendant des millénaires a essayé de retrouver ce livre-là, qui était caché. Maintenant qu'il ressort dans le monde, il repart à la chasse de ce livre-là. Donc, l'aventure que Zeke cherchait à avoir va prouver être beaucoup plus grosse et beaucoup plus dangereuse que ce qu'il avait anticipé en partant. Donc, les personnages autour de Zeke dans la couverture. Les personnages autour de ça, c'est... Oui. Là, c'est un petit peu spoiler pour l'histoire. Ben, c'est comme une description générale des personnages. C'est pas, les gens vont les découvrir éventuellement. On trouve Zeke au milieu. Oui. Imani Imani et Mouse qui sont en fait un duo qui travaillent ensemble. C'est des mercenaires. Zeke va rencontrer dans le premier village où il va. Ils vont l'aider à sortir d'un petit pétrin. Puis ensuite vont accepter de le joindre dans sa mission. On a Abbott, le chef du monastère, le père principal, je ne suis pas trop sûr comment ça s'appelle, mais cette personne-là agit en fait de figure paternelle. C'est drôle, le chef du monastère, c'est Abbott. C'est un Abbott, c'est comme ça pour... Oui. Oui. Ça fait 10 ans que je suis à Vancouver, hein, parce que ça. Mais en fait, c'est ça. C'est ça. Et il fait figure de paternelle pour Zeke. C'est lui qui va en fait le guider, lui donner sa raison de quitter, de partir dans sa mission. On retrouve aussi Valencia qui est la première personne qui va en fait aider Zeke à trouver le propriétaire du livre à l'intérieur du village, où il va. Ensuite, de ce côté-ci, on a des personnages un petit peu plus périphériques. Ce personnage-là est le premier monstre que Zeke va rencontrer dans son voyage. Cette personne-là est une personne qu'on rencontre au début du livre qui est encore mystérieuse. On n'a aucune idée de qui elle est pour l'instant, mais elle va jouer un rôle très, très important dans l'histoire. Celui-là aussi, c'est un autre ennemi qu'ils vont rencontrer, qui est principalement dû au cas de Mouse et Imani voulant aller chercher un trésor qu'ils ne devraient pas. Puis ça, c'est des ennemis qu'ils vont rencontrer. À l'arrière, la silhouette sombre et le méchant de qui je parlais, qui recherche ce livre-là depuis si longtemps. Ça c'est un classique, là, mettre le méchant mystérieusement en arrière, là, et également le fait d'avoir un personnage masqué, c'est un peu la solution pour garder un mystère autour d'un personnage, parce que tout le temps, les gens vont se poser la question, qu'est-ce qui se cache derrière le masque, n'est-ce pas? En fait, c'est un petit easter egg, justement, de parler du fait comme quoi je suis un grand fan de Star Wars, tout ça. Cette couverture-là est basée sur le poster de Episode 1. Ah ben oui, c'est vrai. Ben oui. C'est le même type de design. C'est vraiment là-dessus que je me suis basé. Je me dis, où est-ce que ça... Qu'est-ce que ça me faisait penser exactement? Parlons un peu de ces deux personnages-là, donc Mark Englert et Buddy Baudouin. Mark Englert, c'est le coloriste du livre. Buddy Baudouin, c'est lui qui a fait le lettrage à l'intérieur. Comment vous êtes connu pour entamer ce projet?
On s'est connus à travers Mad Cave, qui est la L'éditeur? maison de L'édition, ouais. l'éditeur. Puis, quand j'ai présenté le livre à Mad Cave, c'était essentiellement un livre qui était qui se voulait être en noir et blanc. Toutes les pages que j'ai faites là-dessus utilisent des degrés de gris dessus, des tons de gris. Puis c'est de la manière que je l'avais, qui était intendu de se faire publier au départ. Puis Mad Cave, en parlant avec les boss, on a comme parlé un peu du fait que parce que c'était un livre qui n'était pas connu, c'était peut-être une bonne idée d'avoir de la couleur dans le livre, qui finit par être une très bonne décision, là. C'est définitivement beaucoup plus accessible pour une majorité de gens. Puis c'est eux qui m'ont lié avec Mark puis Buddy pour le travail. Le fait d'ajouter au nom de la couleur, souvent, tu sais, le noir et blanc, ça fait vraiment manga. Et C'était quelque chose aussi qui m'intéressait. Au départ, mais il faut dire qu'au départ, tu sais, on parlait tantôt du fait que il y a beaucoup d'artistes qui faisaient ça juste pour l'argent. Tout ça. Ce livre-là, je l'ai conçu pendant que je travaillais en animation, à travailler sur des films. C'est une histoire que ça fait à peu près 6 ans que je travaille dessus, dans le derrière de la tête. Puis quand j'ai décidé de le faire, dans ma tête, je me disais, OK, je vais le proposer aux maisons d'édition. Si jamais ça ne fonctionne pas, je vais essayer de le publier moi-même. Donc, ça avait beaucoup cette idée-là en tête qu'il y avait une forte possibilité que ça allait être publié par moi-même. Donc, c'est de là que le noir et blanc était beaucoup plus alléchant à ce niveau-là. Avec la maison d'édition qui l'a pris, ben là, c'est là que la conversation d'avoir la couleur a comme embarqué là-dessus. Mais c'est ça, le fait du manga aussi avait beaucoup à jouer là-dedans quand j'y pensais en premier lieu. mais comment vous vivez dans un peu l'entre manga, comics, bande BD, il y a des inspirations qui viennent un peu de tous bords. Pour vous, qu'est-ce qui distingue le comics du manga du BD? Une grosse distinction, c'est le format. Évidemment, le comics a été beaucoup formaté en style floppy à 22 pages, mensuel. La bande dessinée européenne, c'est des albums, habituellement entre 48 et 60 quelques pages. Puis le manga, ben, la plupart va se retrouver dans les magazines avant d'être publié en gros format de comme 300 pages. Puis c'est aussi, je dirais que les mangas, la manière qu'ils sont faits est d'une manière beaucoup plus rapide. J'ai regardé des vidéos, des fois des mangaka qui font du 20 pages dans une semaine et demie, là, c'est comme ça go, là. Les créateurs en bande dessinée européenne, la plupart du temps aussi, font leurs couleurs eux-mêmes. C'est un processus qui est plus long parce qu'ils font un album pendant à peu près 1 an et demi. Tandis que la bande dessinée américaine, c'est une bande dessinée par mois. C'est un 22 pages par mois. Maintenant, c'est un petit peu plus large parce que le style a comme beaucoup amélioré. Fait que c'est beaucoup ça qui va faire la grosse différence entre les trois. Après ça, je te dirais, au niveau du style, les mangas, le layout des pages, souvent, premièrement, l'histoire, à cause de la manière qu'il faut qu'ils livrent leurs histoires, va se faire, c'est très, très, très étiré. Beaucoup de fois, on va avoir des histoires qui durent très longtemps parce que les panneaux, les images se répètent régulièrement, ce qui fait que ça fait des longues histoires. Les bandes dessinées européennes, habituellement, c'est des pages qui contiennent entre 8 à 11 cases. Donc, c'est des histoires beaucoup plus restreintes, plus basées sur raconter l'histoire en tant que telle, par-dessus juste le gros visuel, que le comics fait beaucoup. Comics, 4 à 6 images par page, c'est assez. On a une grosse image qui explique, puis on a très peu de choses. Des fois,
une image, puis il y a beaucoup d'explications qui vont autour. Donc, la manière d'aborder le sujet de l'histoire est très différente dans ces trois formats. Dans les BD notamment, en tant que quelqu'un qui a lu beaucoup de BD dans ma vie, il y a aussi une différence entre les BD qui ont une histoire linéaire, dont Sunder fait partie, et les BD comme Gaston Lagaffe, Ducobu, les profs, qui sont plutôt comme des petites histoires, une série de courtes histoires. Est-ce que vous avez j'imagine que oui, mais une préférence particulière pour l'un ou pour l'autre, ou est-ce que c'est plutôt une question il y a par exemple, les petites histoires, c'est plus adapté pour le genre comédie, par exemple? Oui, ça, c'est un très bon point. En effet, les histoires style Gaston Lagaffe de une page sont très proches du comic strip dans les journaux. C'est un gag, puis c'est juste qu'ils l'ont adapté à une page au complet au lieu de le faire. Même, il y avait des bandes dessinées, je pense, je me souviens pas si c'était des Gaston Lagaffe ou si c'était quelque chose d'autre, mais des fois, c'était des moitiés de pages qui se faisaient comme en peut-être 4 ou 5 panneaux, qui se rapprochaient beaucoup plus du comic strip de journaux que quand ils ont commencé à le faire par page. Oui, la comédie s'applique beaucoup mieux à ça. Personnellement, je dirais que c'est l'idée de faire une longue histoire, un long épique, si tu veux, découle pas mal plus de mon travail en animation. Ça en est rendu plus une habitude de travailler sur des longues formes, plus que de travailler sur des petites histoires. Puis je vais avouer aussi que je me trouve pas nécessairement le plus drôle. Fait que faire des bandes dessinées comiques comme Gaston Lagaffe ou Achille Talon, j'ai trop des grands maîtres pour me comparer à ça, je leur laisse le travail. Mais en parlant de Sunder, d'ailleurs, c'était quoi le processus, justement, parler du processus créatif, le fait que tu sais, des comics comme des bandes BD comme Gaston Lagaffe, c'est totalement un processus différent que pour quelque chose comme Sunder. Pour vous, c'était quoi le processus créatif? Comment que vous avez conceptualisé l'histoire, que vous avez commencé à faire des croquis et éventuellement jusqu'à la publication et contacter Mad Cave et trouver un éditeur? Donc, comment est-ce que vous êtes pris pour faire ça? En fait, si on parle de l'histoire de Sunder en tant que tel, ça a commencé avec ce personnage-là qui a apparu dans mes livres de sketch. Je faisais des croquis. Souvent comme ça commence? C'est comme ça que ça commence. Puis, ce qui est arrivé, c'est quand j'ai déménagé ici en 2015, j'ai commencé à travailler pour un studio d'animation et je prenais le train le matin. Donc, je sketchais pendant une demi-heure, 45 minutes. Puis, à un certain point, je faisais beaucoup de personnages. Et un personnage qui se ressemble beaucoup à lui. Il a évolué beaucoup depuis. Mais de ce style-là, j'ai commencé à le dessiner. Puis, c'était un design que je trouvais intéressant. Donc, j'ai comme continué à le dessiner. Pas longtemps après, celui-là aussi a apparu. Je dirais que celui-là est beaucoup plus basé sur mon intérêt des comic books américains. Des gros muscle guy, super-héros. C'était ma version d'un super-héros avec des muscles. Donc, je faisais beaucoup de va-et-vient entre ces deux personnages-là pendant longtemps. Puis, à un moment donné, je pense, si je me souviens bien, dans la dernière page de mon livre de croquis, avant que j'en change à un autre, j'ai fait un dessin avec ces deux-là, un à côté de l'autre. Juste pour terminer, j'ai marqué Vancouver 2016, puis ça finissait là. Suite à ça, j'ai commencé à poster des images de ce personnage-là, qu'autant j'appelais Goat Boy. Puis j'ai reçu des commentaires des gens qui me disaient « Ah, c'est le fun, c'est un beau personnage, ça serait le fun de savoir c'est quoi ses histoires. » Puis à partir de ça, c'est là que j'ai commencé à me dire « Ben, ça serait quoi les histoires que je ferais avec ce personnage-là? » C'est là que toutes ces histoires-là ont commencé. Plus concrètement, c'est, je pense, en 2018, quand je travaillais sur le film Addams Family. Ah oui, vous faisiez partie de l'équipe qui travaille sur J'ai fait des storyboards sur le film de Addams Family 1 et 2. Oh wow, OK. En travaillant sur le premier film, le matin, je faisais beaucoup de sketchs juste pour me réchauffer. Puis, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de bande dessinée en tant que telle.
Puis je me suis dit, bon, ben à la place, j'ai ce personnage-là que j'aime dessiner beaucoup. À la place de juste refaire des dessins de lui, je vais faire une petite histoire. Fait que j'ai commencé à faire des pages le matin de ça, avec une petite histoire qui se tient très peu, qui tient pas beaucoup debout, mais c'était juste une petite histoire pour comme voir qu'est-ce que je ferais C'est un avec premier lui. jet. Premier jet. Ça a fini par être 32 pages que j'ai imprimé puis j'ai amené au Fan Expo justement en 2019. J'avais une table puis je le présentais. C'est pas l'histoire qu'on voit maintenant, mais c'était exactement comme tu dis un premier jet. Ça m'a donné comme l'intérêt de vouloir poursuivre une histoire avec ces personnages-là. Je dirais le temps où ce que j'ai vraiment dessiné que ça m'intéressait, c'est lorsque j'ai trouvé la fin de l'histoire. Quand j'ai comme trouvé une fin qui m'intéressait pour ces personnages-là, c'est juste je me suis dit, OK, ben, ça m'intéresserait de le faire. Parler d'une fin, combien de tomes est-ce que vous prévoyez faire? Ça, c'est le tome 1. Vous pensez que ça va aller à combien de tomes? Donc, Est-ce que ça va être notre One Piece? Ouais, c'est ça. Tu sais, quand je disais ça dure longtemps et longtemps et longtemps, ouais, c'est ça. C'est une histoire qui est complètement terminée dans ma tête. La manière que je l'ai écrit, elle a une fin. D'où ce que je disais, c'est quand j'ai trouvé la fin, une fin intéressante, c'est là que je trouvais que ça valait la peine. Donc, rétroactivement, j'ai comme trouvé l'histoire à partir de ça. Donc, elle a une fin. Ceci dit, avec Mad Cave, quand je leur ai proposé l'histoire, eux étaient intéressés à publier l'histoire au complet. Au départ, c'était censé être 2 livres. Ça a comme ballonné un petit peu. Ce premier livre-là était censé être entre 90 et 120 pages. Au départ, ça en est maintenant 170. Et de fait, volume 2 et 3 était censé être seulement un livre. Et parce que l'histoire et le processus que j'ai commencé à faire en développant le premier volume, l'histoire a comme grandi à un point où je trouvais que c'était important de me montrer certains aspects. Donc, on se retrouve avec volume 1, 2 et 3 pour la première partie de cette histoire-là. Donc, je dirais comme j'en parle beaucoup aux gens habituellement, volume 1 à 3 est un peu le Fellowship of the Ring du Seigneur des Anneaux. Ça établit les personnages, puis ce qu'ils savent qu'ils doivent maintenant faire. Ça va être beaucoup de ça. C'est la prise de conscience de Zeke à qu'est-ce qu'il doit faire dans cette aventure. Parce qu'au départ, tout ce qu'il veut, c'est une aventure. Lui, il pense qu'il s'en va redonner le livre à son propriétaire. Va apprendre à travers tout ça qu'il a une partie beaucoup plus grande à faire dans cette histoire-là. Puis, volume 1 et 3 sont ça. Volume 4, 5 et 6 est les 2 tours et le retour du roi. Où on arrive sur le climax de l'histoire. Et c'est là qu'on en arrive. Je te dirais, ça tourne entre 5 et 7 volumes. Volume 4 et 5, dépendamment de comment que ça va, peuvent aller jusqu'à 6. Si ça en était juste de moi, j'en ferais 7. Parce que en développant cette histoire-là, j'ai développé comme des centaines d'années à l'arrière aussi. On pourrait aller très loin avec ça. Peut-être que ça sera juste pour des spin-offs après. On verra. Je voulais poser une question justement par rapport à ça, au spin-off. L'histoire de Thunder, dans cette forme-là, c'est l'histoire du personnage de Zeke. Mais le fait d'avoir tous ces personnages qui ont, disons, leurs propres enjeux, leurs propres histoires, leurs propres objectifs en arrière de ça, ça fait en sorte que le dénouement de l'histoire que vous avez en 7 tomes ou en 5 tomes, on verra, c'est le dénouement de l'histoire de Zeke, mais est-ce que ce sera aussi un dénouement pour les autres personnages ou est-ce que c'est juste pour Zeke? Ça, je te dirais que c'est de là que je te dis que j'ai développé l'histoire à travers une longue période de temps dans ce monde-là. Et conjointement, une des séries que j'aime beaucoup, c'est L'Incal. Puis L'Incal, une des séries que j'ai beaucoup aimé à partir de ça, c'était les Métabarons. Les Métabarons, ça vient de L'Incal. Fait que pour moi,
Mouse et Money c'est très bien dans un spin-off comme les Métabarons, où ils ont leurs propres aventures. Parce que dans ce livre-là, dans cette histoire-là, on les rencontre à une partie de leur vie où ils ont eu beaucoup d'autres aventures avant ça. Et ils se retrouvent à une place où sont comme entre deux travails. Ils ont certains compatriotes de travail qui sont maintenant qui en sont maintenant rendus des ennemis. Donc, il y a beaucoup qu'on pourrait faire avec ça, définitivement. Ce personnage-là aussi. Juste en le voyant, ça se d'histoires. voit que c'est quelqu'un de sérieux, là, tu sais. Oh, oui, surtout là-dessus, il est très sérieux. Non, mais de puissant, genre, tu sais, Ah ouais. on sent la puissance de cette image-là, tu sais. Ce personnage-là va avoir beaucoup à voir dans le tome 3, particulièrement. Et ça, c'est un des personnages que j'aimerais beaucoup visiter dans la deuxième partie en sorte de prélude. Parce qu'il y a une grosse partie à jouer dans l'histoire qui se passe avant les événements qui se passent présentement. Donc, Pour ce qui est de, disons, vos projets, outre que Sunder, en ce moment, est-ce que vous êtes concentré sur Sunder et vous terminez l'histoire? Ou est-ce que vous avez aussi des projets à côté, à part ça? ben, parce que je travaille encore activement en animation, OK. je fais du storyboard à temps plein. Donc ça se retrouve vraiment à être comme un side project. C'est quelque chose que je fais pour l'amour de le faire parce que je veux faire cette histoire-là, je veux la raconter. Donc, en termes de bande dessinée, c'est ça qui prend le plus de mon temps. Au départ, en faisant ce livre-là, dans ma tête, je pensais pas à aucune autre histoire. Je vais t'avouer que j'ai déjà commencé à penser à une autre série qui pourrait être juste une histoire en tant que telle ou qui pourrait en être une série, mais je dirais que le plaisir de faire de la bande dessinée a commencé à s'étendre un petit peu sur d'autres idées. Vous parlez plutôt que vous avez des inspirations qui viennent un peu de partout, de BD, vous parlez de Berserk notamment. Euh, En termes des types de personnages que vous avez, est-ce qu'il y a des personnages qui cachent comme quelque chose, comme un grand secret, quelque chose? Parce que c'est souvent quelque chose qu'on critique avec certains bandes dessinées ou certaines histoires, qu'il y a des personnages qui sont trop unidimensionnels, notamment pour les shonen. C'est une critique qui est souvent faite que on a un personnage et ok, lui, c'est comme on voit un personnage qui arrive et comme ok, ouais, lui c'est le clown. Ah ouais, non, lui c'est le gars qui s'entraîne tout le temps, c'est le avec des muscles. Et ah ouais, lui c'est l'intello. Tu sais, puis elle, ben voilà, c'est la même chose. Elle c'est la magicienne et etc. Vous est-ce que vous êtes quelqu'un qui mettez beaucoup plus d'attention sur la construction et l'écriture du scénario pour les personnages ou plutôt sur le monde qui les entoure? Parce que souvent, c'est ça qu'on retrouve que même dans des séries comme où on a ce genre de commentaires comme One Piece, on dit les personnages sont unidimensionnels, etc. On a toute une histoire et un monde, un world building autour de ça qui est très fort. Et vous disiez plutôt que les Souls, c'est une inspiration pour vous. Donc, vous C'est voyez quelque chose qui est vraiment basé sur le monde en tant que tel. Le personnage est un personnage vraiment secondaire pour l'histoire parce que ça t'amène dans le monde en tant exactement, que tel. Il y a beaucoup de personnages qu'on rencontre dans ce monde-là qui sont extrêmement pertinents, mais qu'on connaît presque rien de ces personnages-là. Mais je te dirais que pour ce qui en est de ça, l'histoire a beaucoup commencé avec l'environnement et le monde à prime abord. Cependant,
c'est de là que le livre a comme ballonné puis a grossi parce que le plus que je continuais à travailler sur l'histoire, je me rendais compte que c'était important de développer les personnages. Donc, il y a beaucoup d'instances où on va retrouver des personnages on pense qu'ils ont une certaine... Il y a une ligne droite, mais ça sera pas ça. En pensant à l'histoire en tant que telle, à qu'est-ce qui serait intéressant à faire, c'est là que ces petites brides ressortent. Puis j'essaye le plus possible d'injecter de cette personnalité-là aux gens. Parce que moi, une chose que je trouve qui est pas nécessairement intéressant, mais important, mais ce qui m'intéresse moi beaucoup, c'est comme l'idée qu'un méchant en partant, dans sa tête, pense qu'il fait la bonne chose. Thanos, dans les films de Marvel, est le meilleur exemple de ça. Ce personnage-là ne croit aucunement qu'il fait quelque chose de mauvais. Il va détruire la moitié de l'univers pour faire ce qu'il veut, mais dans sa tête, il fait ça pour le bien du monde. Ça, c'est quelque chose que moi, je trouve très intéressant, c'est que même un tueur en série, dans sa tête, doit avoir un raisonnement parce qu'il pense qu'il fait quelque chose de pas si mal. Puis, c'est ça qui rend un personnage intéressant, c'est la dualité de tout ce qui ça vient avec. Est-ce que je vais le faire correctement? Est-ce que je vais bien le faire un bon escient? J'espère, mais c'est définitivement quelque chose qui m'intéresse à porter dans le livre. Je suis curieux de savoir votre opinion par rapport à ça, justement, parce que je crois que dans l'écriture des antagonistes à travers l'histoire, on est juste à côté d'un stage en passant, donc... c'est pas grave. Les micros, ils ont du noise cancelling, donc c'est quand même... C'est pas si... Ah, OK. Fait que là, on va faire ça, puis les gens savent pas qu'est-ce qu'on fait. Non, ils vont savoir, là, on entend quand même, mais on entend, c'est pas qu'on entend tout. Mais concernant l'écriture des antagonistes et des méchants dans les histoires, je crois qu'entre, disons, les Disney puis l'ère moderne, donc les 2010, maintenant 2020, il y a quand même une rupture épistémologique entre le méchant, c'est le mal incarné, le méchant, il pense que la fin justifie les moyens. Mais tu sais, la fin, il veut qu'il y ait une fin qui est, de prime abord, qui est positive, mais dans sa tête. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est pour ça que je sais pas si vous avez entendu parler de l'anime Frieren. Mais en tout cas, je crois que la raison pourquoi cet anime-là avait fait autant de fureur, sorte de controverse par rapport aux méchants, parce que les démons dans Frieren, eux, ils représentent un peu ce mal incarné, ce mal ontologique. OK. Alors moi, je voulais savoir, est-ce que vous pensez que tu sais, aujourd'hui, on désigne souvent ces méchants, ces antagonistes qui représentent un mal ontologique en tant que, tu sais, en bon français, c'est cartoon villains, tu sais, donc des antagonistes qui sont un peu ridiculisés. Ah ouais. Mais en même temps, il y a aussi ceux qui font la critique que, OK, mais est-ce que tous les méchants doivent simplement être, c'est juste qu'il a été mal compris. Vous voyez où dans une sorte de débat-là entre qu'est-ce que devrait être un antagoniste? Il y a quelque chose de valide à avoir un antagoniste qui est purement méchant. Parce que, en fait, en bout de ligne, ce qu'on essaie de faire, c'est raconter une histoire qui représente quelque chose pour nous. Donc, cette idée du mal étant purement mal, mauvais, a une importance quand on raconte des histoires. Oui, c'est intéressant d'avoir un antagoniste qui est plus humain. Cependant, ça dépend de ce que tu racontes. Si tu racontes une histoire qui a affaire avec le bien et le mal, ben si le mal est moyen mal,
mais tu sais, il est presque correct. Est-ce que est-ce que le but de ton histoire va bien passer? Est-ce que ce que tu veux raconter va bien passer? C'est un peu comme les mythologies grecques. Tu as beaucoup de comment t'appelles ça? Comme des dieux dans le Panthéon, là? Ouais. Oui. Des- Des êtres comme des dieux, là, ouais. Des dieux ouais, mais tu grecs, sais, ouais. t'as comme un archétype. Oui, oui, ok, oui, oui. Les C'est ça. archétypes sont faits pour une raison. Oui. Que tu es quelqu'un de méchant pour être méchant, ça a une raison d'être. Ça n'a pas une raison d'être nécessairement dans toutes les histoires. C'est là que tu as besoin d'avoir des nuances. Fait que, oui, je trouve que avoir un méchant pur a sa place à quelque part. Je crois qu'un exemple, je sais pas pourquoi je dis Jeff Lorraine, parce que ça, c'est un exemple comme très, très, très récent, mais tu sais, un peu l'exemple, je crois par excellence, de quelqu'un qui est le mal incarné, c'est Sauron dans Le Seigneur des Ouais, Anneaux. exactement. Et je crois que tu sais, c'est intéressant parce que tu sais, aujourd'hui, les gens font cette critique-là aussi tu sais, un peu en rétrospective. Mais que ce soit Sauron ou j'ai oublié Jadis, dans les Chroniques de Narnia, et tu sais, d'ailleurs, ça savait que tu sais, Tolkien et C.S. Lewis étaient amis. Ouais. Et je crois que c'est Tolkien, non, C.S. Lewis qui avait. Oh non, je ne me rappelle plus c'était qui avait appelé. C'est qui là, je ne me rappelle plus de l'anecdote, mais l'un des deux avait encouragé l'autre à se comme convertir au christianisme. Et c'est assez clair que c'est assez accepté en termes d'analyse que autant Le Seigneur des Anneaux que les Chroniques de Narnia sont en quelque sorte des allégories bibliques. Et c'est pour ça que l'existence d'un mal incarné et d'un bien pur, c'est quelque chose qui est fondamental à la structure de l'histoire. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, cette structure narrative a encore sa place? Selon moi, oui. Je pense que justement, dans les récentes années, on voit un mouvement vers la religion qui prend beaucoup plus d'ampleur. De plus en plus, il y a des gens qui choisissent de ne plus croire en la science et de se revirer vers la religion. À mon avis, c'est parce que l'être humain a un besoin de croire en quelque chose de plus que lui. Oui, c'est important de connaître le monde naturel tel qu'il est, d'avoir conscience à ce qu'on est et où ce qu'on vit. Cependant, en tant que créature émotionnelle, c'est difficile à vivre. Donc, en ayant cette aide à passer à travers des jours difficiles, ça rend les choses un petit peu plus faciles à digérer. Que ce soit la religion, que ce soit une histoire, que ce soit des croyances quelconques. Pour moi, la religion, la Bible, c'est une histoire. Est-ce que c'est une histoire qui a vraiment existé ou c'est quelque chose qui nous permet d'avoir des guides dans la vie? Ça se débat. Mais ça a un sens, à quelque part, pour plusieurs gens. Donc, oui, ça vaut la peine d'avoir ce genre de... Ça me fait revenir à Sunder parce que Zeke, c'est quelqu'un qui est dans un monastère, justement. Quelle est la conception de la divinité dans Sunder que vous avez créé pour ce monde? Je dirais que, en étant quelqu'un qui n'est pas croyant moi-même, c'est beaucoup plus un aspect global. Un peu comme ce que je disais, ça apporte des réconforts à beaucoup de gens. Je comprends la validité d'avoir des religions. Donc, c'est quelque chose qui existe dans la civilisation, dans le monde. Donc, c'est pour ça que moi, je l'ai inclus là-dedans en termes de... Il y a beaucoup d'histoires, de films que j'aime beaucoup qui ont rapport avec ce genre de choses-là. Donc, c'est un peu un sujet qui m'intéresse aussi, donc je l'ai inclus dedans. C'était définitivement quelque chose que je n'étais pas sûr si... En mettant un monastère, est-ce que les gens vont
vont être pour, contre, ils vont se dire, ah, mais c'est religieux, c'est pas religieux. Et j'ai l'impression que dans toutes les histoires qui ont une certaine reconnaissance, une certaine importance, il y a un concept, tu sais, il y a toujours une église ou quelque chose qui est dans l'histoire. Et les gens dans l'histoire, tu sais, ils ont des croyances, ils ont en quelque chose qui est plus grand qu'eux. Et mais souvent, ce que je réalise, c'est que ces histoires-là, tu sais, ils ont une conception, ils intègrent une conception plus, mais pas, je dirais pas païenne, mais l'idée que les êtres divins, tu sais, ils vivent parmi nous, tu sais, ils sont ils ont directement la main dans ce qui se passe dans l'histoire, tu sais. Comme tu sais le fameux, tu sais, les dieux jouent avec nous, tu sais, c'est ça. Est-ce que c'est quelque chose qui est présent dans Sunday ou c'est vraiment quelque chose qui est plus métaphysique comme ça l'est dans la réalité, que tu sais, c'est l'idée de l'être suprême, c'est quelque chose qu'on a au-dessus de nous, mais ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un être qui interfère directement dans ce qui se passe dans le quotidien des gens dans l'histoire. Je dirais qu'à prime abord, regarde, c'est une histoire c'est une aventure fantastique avec de la magie, donc oui, On peut imaginer. c'est ça. Ces thématiques-là font surface à certains temps. Je veux pas en dire trop parce que ça a rapport avec une importance dans l'histoire. Une importance plus tard dans l'histoire. Ça va encourager les gens de lire. Hein? Ouais, c'est ça. Je dirais que la manière que j'essaie d'incorporer ça est plus sur un point de vue d'essayer de concilier l'idée de Dieu comme on les a avec la science telle qu'on la connaît. Si les dieux existent, comme dans le monde qu'on a, qui est guéri vers la science beaucoup, comment ces dieux-là pourraient-ils exister de manière réelle? Est-ce que c'est des dieux, comme on dit, comme magiques? Est-ce que c'est des vrais dieux? Est-ce que c'est des gens qui ont une importance, métaphysiquement, physiquement? Fait que j'essaye un petit peu sans entrer trop en grosse ligne, là, c'est quand même une histoire d'aventure, on s'amuse, là. Mais oui, je touche à ces sujets-là, mais dans le sens aussi que je touche à la science-fiction. On va dans l'espace. Dans cette histoire-là, ils viennent de découvrir le transport interstellaire. Donc, il y a comme des interactions. Donc, je peux pas juste mettre des dieux puis comme ça si je vais rajouter de la science puis de la technologie. Donc, j'essaie de marier un petit peu les deux. Encore, est-ce que ça va bien se faire ou pas? Je ne sais pas. Ben, ça a l'air de bien se passer. Vous êtes invité au Fan Expo. Ouais, c'est ça. Par contre, point de vue plus technique, Mad Cave, comment est-ce que vous avez découvert qui eux ils étaient et comment est-ce que vous avez en fait entamé cette relation avec eux où maintenant, ben, justement, c'est la maison d'édition qui publie votre ouvrage? Mad Cave, je les ai découverts en 2022, je crois. J'avais commencé à travailler un petit peu sur le livre. Puis, j'avais amené comme un pitch pour l'histoire à Emerald City Comic Con à Seattle. D'accord. Puis là, je faisais le tour un petit peu des booths. Puis, Mad Cave avait une table là. J'ai parlé avec le gars qui était là, qui finalement est, je crois, le directeur des opérations maintenant, Mark Irwin. Il était là à la table. Là, j'ai commencé à y parler. Puis, il était intéressé. Il dit « Ah, c'est le fun, tu m'enverras mes choses. » Je leur ai envoyé le premier jet, qui ont refusé. Mais après un an de retravailler dessus, j'ai comme peaufiné l'histoire, les pages, mon pitch package en partant aussi. Puis, il faisait partie, parce que je leur en avais parlé puis qu'il avait eu l'air favorable avec l'histoire, il faisait partie de, je pense, 6 éditeurs que j'ai envoyés, incluant Soleil en Europe, j'ai aussi envoyé. Puis ça a donné que Mad Cave est celui qui ils m'ont écrit en 2 jours, comme quoi qu'il était intéressé à travailler là-dessus. Donc,
c'est de là que la conversation en est arrivée à eux publier le livre. Ça en reste quand même que c'est un livre creator-owned. C'est Ouais, je suis curieux parce que moi, je suis juriste de formation. Je dois toujours le dire à chaque entrevue. Là, les gens vont être tannés. Mais parce que parfois, je pose des questions techniques sur genre de droits d'auteur et des affaires comme ça. Parce que c'est un intérêt personnel, mais aussi c'est un intérêt pour les gens de savoir comment ça fonctionne en arrière. C'est quoi le contrat que vous avez avec Matt Cave? Vous parlez justement de Creator Owned, là. Mais en général, parfois, quand on fait un entente avec un éditeur, il y a des droits qu'on va céder. Vous l'avez arrangé comment, votre contrat avec Matt Cave? Donc, c'est mon histoire, ça m'appartient, les personnages m'appartiennent et tout. Eux ont les droits de publication pendant une période de temps. C'est essentiellement tout. Ils m'aident à faire, évidemment, l'impression du livre. C'est eux qui m'ont aidé à trouver le coloriste et le lettreur. Donc, ils ont une partie avec ça. Donc, c'est de là que ça vient que les... C'est pas sérieux, mais bon. On vit avec. C'est de là que les profits du livre sont divisés. Cependant, parce qu'en termes des droits en tant que tels, les droits sont tous à moi, sauf les droits de publication qu'eux en ont droit. Puis le deal que nous, on a travaillé, c'est qu'ils ont les droits de publication à travers le monde. OK. Donc, ce qu'on espère aussi, que j'essaie de faire beaucoup, c'est que le livre sera traduit en français et en d'autres langues aussi. Mais juste pour la version française, vous pouvez le faire vous-même? J'attends juste qu'ils me disent que j'ai le droit. Parce que ça va être assez vite. Moi, je suis curieux parce que vous dites que vous êtes de Montréal et maintenant vous êtes à Vancouver. Genre, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, tu sais, je réalise maintenant que, tu sais, pourquoi je vous ai pas posé des questions là-dessus au début? Donc, vous êtes originaire de Montréal et maintenant vous êtes basé à Vancouver. Est-ce que c'était pour le travail? Genre, comment est-ce que vous vous êtes retrouvé ici? C'était en grosse partie pour le travail. C'est parce que je travaillais en animation à Montréal. Oui. Le domaine d'animation, quand j'étais là, quand je travaillais, était très, très difficile. Avant de m'en venir ici, j'ai travaillé sur La Guerre des Tucs, le film La Guerre des Tucs, ouais, vraiment? Le dessin animé. Mais ça se retrouvait souvent que je me retrouvais à travailler pendant 6 mois, puis ensuite, j'avais pas de travail. C'était très difficile. À ce temps-là, en 2014-2015, les jeux vidéo avaient beaucoup d'importance à Montréal, mais moins le dessin animé. Donc, ce qui faisait que ça rendait les choses assez difficiles. J'ai commencé à faire un contrat de travail avec Wild Brain, qui était au temps des DHX, sur une série qui s'appelait Littlest Pet Shop. Je travaillais à partir de Montréal là-dessus. Là, j'ai commencé à leur demander, mais comment ça va? Est-ce qu'il y a beaucoup de travail à Vancouver et tout? Puis, au fur et à mesure, c'est de là que ça en est venu que ça valait plus la peine de venir ici pour travailler parce qu'ils cherchaient à avoir des gens sur place pour travailler sur les projets. Donc, c'est ça qui a fait que... Mais c'est ce qui est quand même comique parce qu'à travers les années, j'ai travaillé beaucoup avec des studios montréalais à partir d'ici. D'ailleurs, c'est l'année passée, je crois que c'est sorti, le film de Noël Super Claus. Oui. J'ai fait les storyboards là-dessus. Ah, wow! Tout le film a été storyboardé par moi, seulement moi. Ben écoutez, vous viendrez à Comic-Con Montréal et à l'Otakuto. Moi, je fais partie des personnes de l'Otakuto et moi, je vous aurais bien comme invité à l'Otak pour parler de Thunder, là, parce que moi, personnellement, on a des inspirations communes, on a des intérêts communs. Donc, tu sais, Thunder, c'est quelque chose qui vient vraiment chercher, là, comme, tu sais, après qu'on finisse l'entrevue, tu sais, j'aimerais bien lire l'histoire parce que c'est quelque chose que moi, je trouve intéressant, juste à entendre parler de ce qui se passe dans l'histoire. Mais en général, moi, j'ai hâte de voir où va Thunder et de voir justement la culmination, cette fin que vous avez imaginée. J'espère ne pas être déçu.
Parce qu'il y a beaucoup de fois où les gens sont déçus, malheureusement. J'espère que tu ne seras pas déçu, en effet. C'est comique parce qu'on a parlé de ça. J'ai fait un podcast dernièrement. Oui. Puis, on parlait justement des fins. On parlera pas de la fin des derniers films de Star Wars parce que on sera pas là. Mais il y a beaucoup de fins comme la série télé Lost qui était très controversée. La série télé How I Met Your Mother Oui. qui a été très, très controversée. Il y a certains cas où ce que tu dis Game of Thrones. Game of Thrones, c'est en effet. Game of Thrones, c'est pire parce qu'il y a des séries télé où genre, ok, ça va. Puis là, la fin, c'est genre, ça semble abrupt. Là. Game of Thrones, on sentait l'enfer arriver, mais genre, on sentait que ça faisait genre 3 saisons que ça déclinait. Ça commençait à aller dans tous les sens, ça faisait pas trop. Ça marchait pas, tu sais. C'est pour ça que, tu sais, House of the Dragon, puisque George R. R. Martin a déjà écrit toute la série, qu'il est impliqué dans la production, je sais que ça devrait aller. Ouais. Mais en plus, Game of Thrones, c'est après entendre parler que les deux showrunners de Game of Thrones s'en allaient pour faire des films de Star Wars, tu te dis, OK, c'est parce que là, il était tanné puis il voulait partir. Ça, c'est très dommage. Honnêtement, ça a été. Mais c'est exactement ça. C'est des fins qui se terminent comme ça. Des fois, tu te dis, ben c'est parce qu'ils ne savaient pas nécessairement où ils s'en allaient en partant, puis qu'ils ont comme décidé de terminer ça. D'autres fois, How I Met Your Mother est un exemple parfait. Ils savaient exactement où ils voulaient terminer. Les gens ont juste détesté ça à un point qu'ils ont été obligés de le refaire. Pour Sunder, moi j'espère qu'une fois que tous les tomes sont publiés, qu'il y aura une adaptation animée. Là, ce serait vraiment cool, moi je crois. Je crois que le style se prête bien. Là. Surtout que vous travaillez en animation, donc je crois que c'est naturel que le style se prête bien à l'animation. Ça me donne vraiment des vibes des dessins animés français là, dans les années 2000 que je regardais sur Télétoon. Là. Tu sais, je trouvais que ça serait une bonne série Télétoon. Il y a une série, je me souviens plus malheureusement c'est quoi le nom, mais il y a une série animée qui était faite en France que j'ai vue dernièrement. Il y en a un bon nombre qui sont faits par des Français, oui. Ouais. Mais ça me fâche de parler de ça et de pas me souvenir du nom présentement, mais c'était tellement bien. Je sais pas si c'était fait en 2D, mais le look était exactement comme 2D. C'était un petit peu une série qui ressemblait à ça. Si ça arrive, c'est définitivement le style que j'aimerais faire. C'est un plus se rapporter au style 2D. Il y a des séries que les gens ne savent pas que c'est des séries faites en France. Et pourtant, et c'est des séries qui ont marché très bien aux États-Unis, au Canada. Totally Spies. Je crois que les Miracle Ladybug, les gens le savent, là, ça c'est plus nouveau. Mais aussi la série Winx, qui a été faite par des Français. Donc, on est pas loin. 2 derniers films des Minions, c'était fait par Studio Français. Oui, c'est ça. Donc, mais honnêtement, moi, comme je dis, je vous souhaite de bonnes chances pour l'avenir de Sunder. Merci beaucoup. Moi, j'espère vraiment que ça. Mais je crois que je n'ai pas besoin d'espérer parce que ça fonctionne, je crois. Sinon, vous ne serez pas ici. J'ai hâte de voir la suite. C'est juste parce que je suis vraiment tête de cochon puis je me dis que même si ça ne marche pas, je vais être ici. Non, mais je crois que c'est juste à voir la couverture puis à entendre parler de l'histoire là. C'est quelque chose qui est genre ça ne peut pas ne pas fonctionner, tu sais. Mais j'apprécie beaucoup. Honnêtement, je vais dire, j'ai été extrêmement agréablement surpris de la réponse des gens. Même juste ce week-end, j'ai des gens qui sont venus. Puis je vais être honnête, on est difficile à trouver dans notre place. Mais j'ai des gens qui sont venus me voir spécifiquement, qui sont revenus puis qui me disaient ce livre-là, j'ai juste vu la couverture puis ça m'attrape puis j'ai le goût de le lire puis j'ai reçu du fan art des gens qui me disent comment ils l'aiment. Wow. Il y a tout un fandom autour de Sunder. Honnêtement, agréablement surpris. Je suis très touché. J'apprécie beaucoup ce que les gens disent du livre. J'espère simplement pouvoir leur faire justice et que les gens continuent à apprécier le livre. Pour la fin de l'entrevue, où est-ce que les gens peuvent vous suivre et vous retrouver dans vos travaux? Je suis sur tous les médias sociaux à PA Comtois, PACOMTOIS, principalement sur tous les médias sociaux. Je poste principalement sur Instagram, donc toutes les choses. J'ai mon site web, www.pacomtois.com, où vous pouvez trouver les informations. Sur le site de Mad Cave aussi, où il y a
la page de Sunder. Si vous tapez mon nom aussi, je suis malheureusement très facile à trouver en ligne. Je crois que si les gens savent Sunder et mettent votre nom, Ça se retrouve assez je facilement. vois même juste Sunder, ça va faire l'affaire. Et merci beaucoup, Pierre-Alexandre. Merci à toi, c'était vraiment agréable. Et je serais vraiment excité de te voir à Montréal. Si vous Hey, voulez. écoute, j'en ai fait la demande, j'ai pas eu de réponse. Si on m'invite, ça va me faire plaisir de Je retourner. vais leur parler. C'est bon. Merci beaucoup et Merci à toi. bon retour à la maison parce que vous quittez la convention. Donc, bon retour et bonne chance avec votre œuvre. Votre travail. Merci beaucoup, j'apprécie beaucoup.